Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à la 30e saison d'Amazing Race, défi autour du monde. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, eh bien tout se trouve sous la vidéo, donc laissez-vous aller et gâtez-vous. Donc cet épisode-ci va être centré sur un élément en particulier et c'est le double U-turn. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit dans la version francophone, donc celle qui passe à VTL, mais en anglais, dans le fond, c'est double U-turn. Donc, je vais dire double U-turn pour cet épisode-ci. C'est probablement un des rares éléments d'Amazing Race qui a une portée stratégique, qui peut avoir un impact stratégique sur le jeu et qui peut surtout avoir un certain jeu d'alliance ou d'appréciation des autres équipes qui rentrent en ligne de compte. Donc, le côté social peut rentrer en ligne de compte par rapport au double U-turn. Donc, ça va être un petit peu ça qu'on va regarder ensemble, malgré que la portée n'est pas normalement gigantesque, mais elle peut mener à une élimination. Et d'ailleurs, ça a été le cas dans cet épisode-ci. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu ce concept-là et voir autant comment il est développé. Est-ce que c'était une bonne idée de le mettre dans cet épisode-ci? Et la finalité du double U-turn au final. La finalité avec la finale. C'est super, Sébastien. Donc, faut que vous vous mettiez dans un contexte que cet épisode-ci était peut-être pas le meilleur épisode pour un double U-turn. Je m'explique. Premièrement, on a eu la division des équipes au départ qui ont pris des vols différents. Donc, les équipes avaient environ 1 heure de décalage entre elles, entre le premier groupe et le deuxième groupe. Dans un contexte comme ça, le double U-turn est beaucoup plus limité dans sa portée parce que la première batch d'équipes, surtout tôt dans le jeu comme ça, malgré qu'on est au 5e épisode, mais quand même relativement tôt, les premières équipes ne voudront pas se faire détester à ce stade-ci, ne prendront pas la chance d'utiliser le double U-turn dès la première round. Donc, les premières équipes n'avaient aucun intérêt à utiliser le double U-turn. Les autres équipes avaient 1 heure de décalage avec elles. Donc, pour eux, c'était comme une perte qui avait pas une perte d'opportunité. C'est comme ça que je vais le décrire. Et ça centrait, dans le fond, la pression sur les dernières équipes, celles qui étaient sur le deuxième vol. D'ailleurs, côté vol, il faut que je revienne un peu là-dessus. J'ai jamais vraiment compris, ou en tout cas, j'ai essayé de me l'expliquer, pourquoi ils divisaient les équipes en 2 ou parfois 3 vols comme ça, mais ils essayaient de les rassembler ensemble en tant qu'équipe. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce que probablement que toutes les équipes pourraient faire, comme exemple, le premier vol, pourraient être sur le premier vol, sauf une. C'est ce que j'ai l'impression, ou 2 à la limite, là. Mais ça fait en sorte qu'au lieu d'arriver puis de faire en sorte que toutes les équipes partent en avant, puis qu'il y en ait une qui reste en arrière, puis qu'elle ait 1 heure de décalage, et donc que le show soit complètement plate, ben ils décident de refouler 2 équipes en arrière pour faire un semblant de course, au moins pour les 3-4 dernières équipes qui peuvent être sur le deuxième vol, ou les 2 équipes qui peuvent être sur un 3e vol, entre autres, ou des choses comme ça, comme on a déjà vu dans le passé. Ça, c'est mon analyse. Je suis pas sûr de ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Pour avoir un côté excitant à la course, pour pas laisser une équipe vraiment en arrière et faire comme, bon, ben c'est sûr que ça va être elle qui va être éliminée. Tu sais, je veux dire, c'est une réalité. Et on va le vivre un peu plus tard cette saison-ci d'ailleurs, une équipe qui va être énormément en arrière. Donc, on va voir un peu le feeling qu'il y a en arrière de tout ça. J'en reparlerai peut-être un peu plus rendu là. Donc, sauf que le problème de ce concept-là est que je trouve que ça rend la course beaucoup, beaucoup moins excitante. Ça rend la course
Parce que oui, c'est fait pour rendre la course excitante, puis je le comprends. Mais je trouve que autant je suis contre le fait de rassembler les équipes pour prendre un vol, autant je suis contre le fait de diviser les équipes puis de pénaliser certaines équipes parce qu'il y a peut-être une équipe qui traîne en arrière ou parce que la production a décidé de mettre le coupure là, de dire bon, ben il y en a 5 qui partent dans le premier vol et 3 après. Je sais pas, j'aime pas ça. J'aimerais avoir le sentiment que c'est vraiment une course et que c'est plate, mais que c'est les compétences des équipes par rapport au fait du retard qu'ils prennent, de ce qu'ils font durant la course, de comment ils sont capables de bien booker, de bien réserver le siège sur un vol, qui fait une différence et non pas le fait que la production décide que sur tel vol il y en a tant et sur tel autre vol il y a tant de personnes. C'est un élément qui me gosse un peu dans Amazing Race. Je sais que plus on avance dans le jeu, moins ça arrive parce qu'il y a de moins en moins d'équipes. Mais des fois, ils l'ont fait quand même tard aussi. Donc, je sais pas. Quand les vols ont à peu près 15 minutes de décalage, c'est pas si pire, mais je suis comme. Tu pars toujours quand même avec un désavantage si tu as 15 minutes de décalage avec les autres équipes. Tu as le temps d'arriver, puis même, je comprends qu'avec 15 minutes, tu peux peut-être reprendre en 15 minutes, mais il faut que tu comptes sur le fait qu'une autre équipe se plante, et non pas sur ta propre compétence à battre les autres équipes. Et ça, c'est un élément que j'aime pas bien. On dirait que c'est un des éléments qui enlève aux joueurs le potentiel des joueurs, puis ils le mettent dans les mains de la production, puis dans le fond, la production, je veux dire, ça fait une très grosse différence que la production, comme exemple, dans une situation comme ça, dit, ben, il y en a 5 équipes qui sont sur le premier vol, puis 3 sur le dernier, ou qui dirait, il y en a 6 à la première batch, 2 en dernier, ou 4, ou peu importe. Ben, c'est sûr que dépendamment de la décision qu'ils prennent sur la coupure, ben, ça affecte énormément la différence sur l'équipe. Il y a une équipe qui peut être très en danger ou ne plus être en danger du tout, dépendamment de ce que la production a fait. Donc, dépendamment de la coupure que la production a faite. Donc, ça, c'est un élément qui m'énerve encore. Il me semble que je parle beaucoup des éléments négatifs avec Amazing Race. Dans les derniers épisodes, je suis comme, ouais, finalement, il y a bien d'affaires qui me gossent dans ce cours-là. Mais bon, en fait, c'est toujours ma philosophie de laisser les joueurs avoir plus de pouvoir. Et je trouve que ça, c'est un pouvoir qu'on pourrait donner aux joueurs un peu plus, mais que malheureusement, ils donnent pas. Donc, c'est un côté plate, je trouve, quand même, par rapport à ça. Donc, pour revenir au double U-turn, là, l'impact que ça a eu, comme je vous disais tantôt, c'est le fait que le premier groupe avait pas à se soucier du double U-turn, logiquement, là, sincèrement. Comme je disais, il n'y avait pas d'intérêt pour le premier groupe de se faire haïr de personne. Fait que le double U-turn était limité réellement aux dernières équipes à se rendre sur le double U-turn. C'est une twist qui, en mon sens, devrait être utilisée pour justement que les personnes qui prennent du retard, qui sont en arrière, ou quand tous les groupes sont proches les unes des autres et que tu sais pas ce que t'es vraiment dans la course, es-tu premier, t'es-tu quatrième, t'es-tu dernier, ben que là, le double U-turn peut être un élément stratégique pour te dire, écoute, je prendrai pas la chance de... Ou t'haïs quelqu'un, tu peux y mettre d'en face en te disant, ben écoute, en y mettant d'en face, les équipes sont tellement proches les unes des autres, ben il y a une chance de se faire éliminer, fait que je vais m'en débarrasser. Fait que, dans un contexte où toutes les équipes sont là, le double U-turn, à mon sens, est un élément stratégique super pertinent. Dans le cas qui nous préoccupe présentement dans le dernier épisode, le double U-turn était limitatif et donc c'était comme en désespoir de cause. Il n'y avait plus vraiment de stratégie derrière ça. C'était vraiment de dire, écoute, on est dans les derniers, on prendra pas de chance, on l'utilise. C'est comme ça. T'sais. Fait il y avait même pas le côté... Puis on s'entend que quand il y a, exemple, 3 équipes qui peuvent l'utiliser ou qui ont un potentiel de l'utiliser,
puis que les autres ont déjà 1 heure d'avance sur eux, ben les chances que l'équipe qui se fait qui se fait U-turn de se faire éliminer est gigantesque. Parce que sur un U-turn comme ça, la seule et unique chose que tu peux espérer, c'est le fait d'arriver puis d'être capable de rattraper une autre équipe par ses erreurs. Si ton double U-turn te prend 20 minutes, c'est facile pour une autre équipe de se planter pour 20 minutes, de chercher un endroit, d'avoir la misère avec sa compétition, d'avoir, tu sais, la possibilité de rattraper est là. Dans un contexte où tu te bats juste contre 2 équipes, vraiment, là, qui sont vraiment dans ta cédule de temps, dans ton horaire de temps par rapport au vol, ben t'amoindris les chances que ça arrive. C'est bien plus facile de te dire qu'il va y avoir une équipe sur 7 qui va se planter qu'une équipe sur 2. On va le voir de même, là. Donc, je trouve que la twist a pas été bien placée, a pas été bien emmenée. Encore là, c'est toujours dépendamment du vol. Est-ce que c'était prévu? Peut-être que Trevor et Chris étaient vraiment en retard par rapport au vol. Donc, ils n'ont comme pas eu le choix, comme je vous disais, pour rendre la course excitante. Le double U-turn était peut-être déjà prévu dans ce contexte-là. Ça se peut, c'est possible. C'était peut-être pas mal intentionné de la production, mais je trouve que ça l'a pas nécessairement donné le show de TV qu'on aurait peut-être pu avoir par rapport à une twist comme ça. Parce que comme je dis, le double U-turn est probablement un le concept de U-turn dans Amazing Race, c'est probablement un des seuls concepts stratégiques ou un des rares concepts stratégiques qui peut être utilisé par les joueurs et que là, tes interactions avec les autres, ton social, comment que tu manipules les gens, a un impact sur comment que le U-turn va être utilisé. Donc, ça, c'est l'aspect télé-réalité que j'aime un peu plus, l'interaction entre les gens, la façon que ça l'a dealé. Je pense, puis là, j'y vais de mémoire, mais je pense que plus tard dans la saison, il va en avoir un qui va être utilisé un peu plus stratégiquement de cette façon-là. Mais celui-ci a été gâché, je pourrais dire. Je ne sais pas l'impact au final. Est-ce que Trevor et Chris auraient eu la possibilité de survivre sans ça? Je pense que oui. Ça leur aurait fait une très grosse différence dans le jeu, on pourrait dire, parce que si c'était arrivé, on n'aurait peut-être pas les gagnants qu'on va avoir à la fin. Mais reste quand même que le fait d'avoir mis ça, comme je dis, les possibilités de se reprendre étaient inexistantes ou presque par rapport à Trevor et Chris. Il fallait qu'ils comptent sur le fait qu'une des 2 autres équipes qui étaient avec eux dans le peloton de queue allait se planter. Je trouve que ça faisait moins de sens un peu dans ce contexte-là. Je pense que, par exemple, dans les derniers épisodes, le double U-turn aurait eu un impact plus grand, aurait pu être joué d'une façon beaucoup plus stratégique et par plus d'équipes. Il y a des équipes qui auraient probablement pris la chance de le faire au cas où que. Je vais prendre un exemple qu'on peut imaginer. Je me rappelle comme quand Cedric et Sean avaient un certain avantage quand même, étaient un peu plus rapides que les autres équipes lors de la compétition avec le Gnome. Un double U-turn, exemple à cette situation-là, aurait changé complètement la dynamique parce que probablement que Cedric et Sean auraient pu avoir un temps de lousse de plus et auraient pu choisir n'importe quelle autre équipe un peu random ou peut-être cibler vraiment une équipe qu'ils n'aimaient pas et aurait changé vraiment la dynamique pour eux par rapport au jeu. Fait que... Mais dans ce contexte-là, toutes les équipes étaient rassemblées, toutes les équipes étaient une en arrière de l'autre. Je trouve que ça leur aurait rendu le jeu beaucoup plus excitant. Dans un contexte comme ça, j'ai trouvé que c'était gâché un peu. Donc, ça fait un petit peu le tour du U-turn. J'avais pas grand-chose à dire cet épisode-ci. Comme je dis, ça c'est le gros problème d'Amazing Race par rapport à mes vidéos. Plus la saison avance, moins on en a à dire.
Les twists, les stratégies reviennent beaucoup. La façon que le jeu est joué est similaire d'un épisode à l'autre. Dans le fond, c'est une saison où c'est une télé-réalité qui est axée sur le côté rapide de la chose. Donc, on suit les équipes qui courent, qui essayent de se démener dans leurs épreuves. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de temps à analyser. Des fois, il y a des équipes, la façon que certaines équipes réagissent, mais ça sera peut-être pas la grosse saison pour faire ça. Il y a eu des saisons où les équipes, on aurait pu les analyser beaucoup plus en profondeur. Dans Amazing Race saison 30, c'est comme, il y a quand même des lacunes de ce côté-là. Je trouve qu'il y a des équipes qui ressortent bien, mais pas aussi éclatantes qu'il y a déjà eu dans le passé. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas plus long que ça. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis de toute façon, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.